Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Vers un nouveau report du référendum constitutionnel et législatif en Guinée. Ce double scrutin qui devait se tenir le 1er mars avait été repoussé à ce dimanche 15 mars. Mais la CEDEAO préconise un nouveau report du scrutin. Nous irons à Conakry dans cette édition. Karim Tabou, condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. L'opposant et figure du mouvement de contestation est accusé, entre autres, d'atteinte à l'unité du territoire national. Nous écouterons la réaction de Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, dans un instant. Enfin, nous irons en Afrique du Sud où une commission pour l'égalité des sexes a mené une enquête et a révélé que des femmes noires porteuses du VIH avaient été stérilisées de force entre 2002 et 2015. Certaines d'entre elles étaient atteintes d'autres maladies ou avaient beaucoup d'enfants. Nous écouterons quelques témoignages dans ce journal. Le double scrutin référendaire et législatif pourrait de nouveau ne pas se tenir ce dimanche en Guinée. Initialement prévu le 1er mars, il avait été reporté une première fois de 2 semaines. Après 10 jours d'audit du fichier électoral, les experts de la CEDEAO ont rendu un rapport préconisant un nouveau report du scrutin. La CENI devrait en tenir compte. Les précisions de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Le rapport tant attendu de la mission technique de la CEDEAO a été remis cet après-midi à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Dans ce document, les experts de la CEDEAO révèlent des anomalies dans le fichier électoral et font des recommandations, parmi lesquelles le retrait des 2 438 992 électeurs sans aucune pièce justificative. Pour l'heure, la CENI n'a pas encore communiqué sur le report du double scrutin. Mais un haut responsable de l'institution confirme que les scrutins n'auront pas lieu ce dimanche sans pour autant donner de date. Dans la capitale, la nouvelle est diversement appréciée. Le problème guinéen demeure aujourd'hui un problème très préoccupant. D'abord, les litiges, les divergences, les conflits qui sont dans ce pays-là est très préoccupant que penser toujours au problème de report. S'il y a un nouveau report, ça va déranger tout le monde parce que nous comptons beaucoup sur 2020, la fin 2020, pour le mandat du chef de l'État. Alors la Guinée sera en retard pour organiser les législatives en même temps présidentielles encore. Nous sommes déjà en retard. Nous voulons aller aux élections pour finir avec ça une bonne fois. S'il y a nécessité de faire un nouveau report, je pense qu'il n'y aura pas de problème avec ça puisque nous devrons donner le temps aux experts de la CEDEAO qui sont venus afin d'atténuer la situation dans le pays. Donc un nouveau report ne sera pas un problème. Selon le chargé de communication de la CENI, la majorité des commissaires en plénière ce mercredi ont adopté les recommandations faites par les experts de la CEDEAO. La commission compte se réunir demain pour une nouvelle proposition de date à la Cour constitutionnelle. Karim Tabou, l'une des figures du mouvement de contestation en Algérie, a été condamné mercredi à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Arrêté en septembre pour entreprise de démoralisation de l'armée, atteinte à l'unité du territoire national et incitation à attroupement. Il devrait être libéré dans 2 semaines après avoir purgé sa peine. Écoutez Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Il répondait aux questions de Célia Karacena. 1 année de prison avec 6 mois ferme est une condamnation lourde, inattendue, du fait que Karim Tabou est poursuivi sur un dossier que d'autres prévenus ont été acquittés. Donc aujourd'hui, ce procès vraiment est un procès qui s'inscrit d'abord dans un climat un peu particulier, tendu depuis vendredi passé. Cette condamnation surprend plus d'un. Et c'est une condamnation vraiment inexplicable. Mais il faut rappeler qu'il a encore une condamnation de 6 mois en sursis. C'est-à-dire qu'il a encore cette épée de Damoclès, son droit d'exercer la politique, c'est un non politique, est vraiment mis en parenthèse. Et c'est toute la question qui se pose aujourd'hui, notamment cette criminalisation de l'acte politique. Nous assistons justement à une attaque ciblée de toutes les figures qui sont restés fidèles au Hirak. Aujourd'hui, nous assistons vraiment à un recul d'exercice des libertés, un recul d'exercice des droits, après une année vraiment de manifestation, au moment où nous attendions vraiment à une ouverture, mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
La Côte d'Ivoire n'y a pas échappé. Le pays a enregistré son premier cas de Covid-19. Il s'agit d'un homme de 45 ans de nationalité ivoirienne. Le malade a été rapidement pris en charge. Les précisions de notre correspondant à Abidjan, Thaïs Brook. Il s'agit du premier cas officiellement confirmé par les autorités de Côte d'Ivoire. Selon le ministère ivoirien de la Santé, il s'agit d'un Ivoirien de 45 ans qui a séjourné en Italie. Il présentait les symptômes de la maladie, de la toux, un rhume, de la fièvre. Il a finalement été testé positif au Covid-19. Il a été pris en charge dans l'un des CHU de la ville d'Abidjan, le CHU de Trècheville. Selon le ministère ivoirien de la Santé, son état est stable et rassurant. Ses proches ont été identifiés. Les personnes avec qui il a été en contact ont été identifiés et feraient toujours, selon le ministère ivoirien de la Santé, l'objet d'un suivi. Et puis à Kinshasa, au lendemain de l'annonce du premier cas, les habitants de la capitale congolaise se sont rués sur les pharmacies pour se procurer des masques, une protection que certains jugent indispensable pour ne pas contracter le Covid-19. Écoutez quelques réactions à Kinshasa. On avait vu qu'au début de l'épidémie en Chine, l'utilisation des masques médicaux se multipliait. Que ce soit sur les marchés, dans la rue, tout le monde circulait avec des masques. C'est ce qui m'a décidé. Je suis en train de sensibiliser ma famille. J'ai acheté d'ailleurs pour toute la famille, mes enfants et ma femme, et y compris même les voisins. Je les sensibilise. Ils doivent prendre la vie au sérieux. On ne peut rien faire. C'est le virus, c'est un fléau qui contamine tout le monde. Ça n'épargne personne. Voilà pourquoi nous portons cela. L'élection présidentielle au Burundi, au lendemain du rejet de 4 candidatures par la commission électorale, 3 ont déjà annoncé qu'ils allaient déposer un recours et contester la décision devant la justice. Au total, 6 dossiers ont été validés, dont celle du général Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir, et Agathon Rwasa, candidat du principal parti d'opposition. Quand des femmes porteuses du VIH se font stériliser à leur insu dans des hôpitaux. Ça s'est passé en Afrique du Sud. La Commission sud-africaine pour l'égalité des sexes a mené une enquête et documenté le cas de 48 femmes opérées entre 2002 et 2015. Certaines d'entre elles osent témoigner aujourd'hui après des années de silence. Nicolas Germain. Beaucoup de Sud-Africains ont été choqués par le récent rapport de la Commission pour l'égalité des sexes. Il révélait que 48 femmes au moins ont été stérilisées sans qu'elles le sachent. Leur utérus a été enlevé. Dans la plupart des cas, il s'agissait de femmes noires séropositives. Bongekile Sibi n'est pas séropositive, mais elle fait partie des victimes. Elle essayait d'avoir un deuxième enfant et son médecin lui a dit qu'elle n'avait plus d'utérus. Choquée, elle s'est rendue dans l'hôpital où elle avait accouché il y a quelques années. Là, on lui confirme qu'on lui a retiré son utérus après la naissance, mais sans pouvoir lui dire pourquoi. Je n'arrive pas à accepter le fait de ne plus avoir d'utérus. Je ne sais même pas pourquoi je n'en ai pas. S'il y avait une explication valide, je pourrais enfin tourner la page et accepter ma situation. Mais sans explication, c'est impossible. La Commission pour l'égalité des sexes a mené cette enquête. Les stérilisations forcées ont eu lieu après des accouchements par césarienne dans des dizaines d'hôpitaux entre 2002 et 2015. Certaines de ces femmes avaient le VIH, certaines la tuberculose, d'autres avaient 6 de cet enfant, mais il n'y avait aucune raison pour elles de subir cette opération. Le gouvernement sud-africain a annoncé qu'il allait rencontrer les victimes de ces stérilisations forcées. Mais pour toutes ces femmes, il doit avant tout retrouver les médecins responsables de ces actes. Au Nigeria, le Sénat a lancé des auditions publiques concernant 2 projets de loi qui suscitent la controverse. Actuellement en cours d'examen, ces lois cibleraient officiellement les fake news et les discours de haine, mais beaucoup y voient une manière de museler la presse. Reportage de notre correspondant dans le pays, Moïse Gomis. Dotun Oladipo préside un syndicat de médias en ligne. Il est inquiet à cause des 2 projets de loi ciblant les réseaux sociaux. Lui-même directeur de publication d'un site, il craint pour la liberté d'expression des journalistes si ces textes sont adoptés. Des journalistes reconnus exercent dans ce pays et de grands journaux sont présents sur Internet. Donc si ces personnes et ces médias sont visés par ces lois, nos inquiétudes vont se transformer en une peur permanente. Peur que le gouvernement cherche à museler la presse. Il y a déjà suffisamment de lois contraignantes. Depuis moins d'1 an, plusieurs blogueurs journalistes sont détenus au Nigeria à cause d'informations publiées en ligne, comme Omoyele Sowore, fondateur du site Sahara Reporters.
Le gouvernement s'est longtemps opposé à sa libération conditionnelle à cause de ses appels à la révolution. Abuja se défend de vouloir restreindre la liberté de la presse. Mais selon le ministère de l'Information, des nouvelles lois sont indispensables car trop de fake news circulent en ligne. Ce qui n'est pas toléré dans la rue ne devrait pas être toléré sur Internet. Alors honnêtement, quand les gens crient que nous voulons étouffer les médias, je pense que c'est un écran de fumée derrière lequel se cachent les gens qui veulent rester irresponsables. 110 organisations de la société civile ont lancé il y a quelques semaines une pétition en ligne contre les projets de régulation de l'Internet. Pour l'Union des journalistes du Nigeria, la presse et les médias doivent pouvoir critiquer comme leur garantit la Constitution. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt du gouvernement de permettre des critiques constructives. Nous pensons également que les journalistes doivent être justes et équilibrés dans le traitement des informations qui concernent le gouvernement. En cas de promulgation de ces lois, toute personne pourra être sanctionnée par la police sans jugement pour fake news ou discours de haine et la justice pourra prononcer jusqu'à 3 ans de prison pour des propos jugés illicites en ligne. La mort du chanteur ivoirien NST Kofi, vedette de la musique africaine dans les années 1980-1990. Il est décédé dimanche à New York à l'âge de 55 ans. NST Kofi avait connu un énorme succès avec Zogoda Nzou, Miel et Eau, un tube qui a résonné dans toute l'Afrique francophone en 1993. On va donc se quitter en musique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.